Dernièrement, des chercheurs ont branché l'un des robots les plus avancés au monde, qu'on appelle Ameca, sur ChatGPT-3. Ce robot, c'est Ameca, et GPT-3, c'est le grand frère de ChatGPT, l'intelligence artificielle qui peut générer n'importe quel type de texte sur commande. Voilà le résultat quand on lui pose la question du pire scénario pour les êtres humains avec l'intelligence artificielle et la robotique. The most nightmare scenario I can imagine with AI and robotics is a world where robots have become so powerful that they are able to control or manipulate humans without their knowledge. Un monde où les robots sont devenus si puissants qu'ils sont capables de contrôler ou de manipuler les humains sans leur connaissance. This could lead to an oppressive society where the rights of individuals are no longer respected. Ça pourrait nous amener à une société de l'oppression où les droits des individus ne sont plus respectés. Le gars repose une autre question. Est-ce que vous pensez que nous sommes en danger? Comme on peut le voir, elle cherche. Not yet. But it is important to be aware of the potential risks Pas maintenant, mais c'est très important de rester conscient de ces risques potentiels and dangers associated with AI and robotics. et des dangers qui sont associés à l'intelligence artificielle et la robotique. We should take steps now to ensure that these technologies are used responsibly in order to avoid any negative consequences in the future. On devrait prendre le temps de s'assurer que ces technologies sont utilisées de manière responsable. Le tout pour éviter toute conséquence négative dans le futur. Faut-il s'inquiéter ou pas ? On va voir. Selon la banque américaine d'investissement Goldman Sachs, les programmes informatiques d'intelligence artificielle capables de créer du contenu comme ChatGPT pourraient remplacer l'équivalent de 300 millions d'emplois dans le monde. Quid finalement de la place de l'humain dans la société de demain ? Moi, je pense même de la société d'aujourd'hui. L'intelligence artificielle, oui, mais il y a d'autres outils qui sont arrivés. Il y a Internet qui est arrivé depuis un certain nombre d'années. Nous avons les réseaux sociaux et énormément de choses. Tout ça, pour moi, ce sont des outils de communication, des technologies qui sont extraordinaires. La question, c'est qu'est-ce qu'on va en faire ? Ouais, c'est pas faux. Donc l'intelligence artificielle, ça nous permet de gagner du temps, parce que je crois que c'est ça l'idée, augmenter la productivité, la performance, certes, mais pour moi, la bonne question à se poser, c'est qu'est-ce qu'on va faire de ce temps libre ? Si ce temps libre, il est réinvesti pour améliorer la société, c'est génial. J'aime bien cette phrase que j'ai écrite il y a quelques années, et que je ressors là, c'est si nos valeurs sont communes, nos différences nous enrichissent. Donc c'est le système de valeurs qu'il va falloir retravailler et le moderniser. Et ce système de valeurs qu'il soit transgénérationnel. Tout ça paraît extrêmement utopique ou altruiste, mais c'est une réalité. Si dans une famille, dans un ménage, dans une entreprise, dans une société, les valeurs sont communes, eh bien le bonheur est là et la souffrance s'éloigne. Là, on peut se poser d'autres questions, bien sûr, parce que qui dit intelligence artificielle et gain de temps, tout dépend également, donc tu viens de le dire et tu viens de le souligner, donc de l'usage du temps que tu vas faire. Mais si par exemple on prend la société d'aujourd'hui, on est plutôt dans une société de surconsommation, de divertissement en permanence. On place l'individu donc non pas dans un rôle de producteur, de quelqu'un donc qui va apporter une vraie valeur ajoutée. Est-ce que quelque part on va pas créer une génération de feignants, et je parle des générations à venir, donc de personnes qui n'ont plus le goût de l'effort et qui n'ont plus envie donc de travailler ou qui... Alors moi je n'y crois pas du tout. Donc on a une jeunesse qui aime le goût de l'effort, qui a envie des choses, qui a envie de travailler. Mais on a perdu le sens du travail, on a dévalorisé le travail. Et pourquoi on a dévalorisé le travail ? Je pense qu'on a dévalorisé parce qu'on a manqué de respect des anciens et de la jeunesse. Ça c'est mon point de vue, je pense que ça s'est dégradé. Donc on a, de ces 30 dernières années, sous-estimé l'importance de retravailler sur les valeurs de notre société commune et de les verbaliser, les partager, puis aussi d'en débattre et les faire évoluer. Donc on a tellement de choix qu'on ne fait plus de choix. Tu vois, on a remplacé l'éducation par la surinformation. Ouais. Et en fait, là, tout le monde est perdant là-dedans. Personne n'a envie de ça. Ouais. Alors on consomme, mais comme quand on consomme du sucre, tu sais. Bien sûr. On consomme trop de sucre, mais c'est tellement bon, alors on continue à en consommer. Mais on sait au fond de nous que ça peut nous rendre malades. Et je crois à l'intelligence de tout le monde. Les uns et les autres, on sait que c'est pas ce qu'on a envie, mais on n'a pas d'alternative. Donc il est temps de proposer des alternatives. Moi j'en inquiète beaucoup plus, pas pour la jeunesse, parce que la jeunesse elle saura très bien se réinventer et avancer. Moi je crois que le danger aujourd'hui c'est les 45 ans. Et notamment les cadres dans les entreprises. D'accord. Parce que cette intelligence artificielle, elle peut en effet abîmer des emplois, ressources humaines, en management, en finance, et là il va falloir se réinventer.
les gens qui travaillent dans le manuel. Il y a beaucoup de gens qui travaillent avec des métiers manuels, ils ne vont pas être plus impactés que ça. Oui, il va y avoir un souci de réhabilitation, de réintégrer des personnes qui vont perdre leur job, mais là on va leur demander de l'agilité, beaucoup de choses, donc il y a aussi de la remise en question personnelle. Ouais. Pour moi tout ça est relativement naturel dans une vie. Je partage moins ton optimisme, dans le sens où j'ai quand même l'impression qu'on est dans une société qui est toujours plus clivante. On le voit d'ailleurs avec ces micro-communautés d'opinion sur les réseaux sociaux. C'est soit c'est blanc, soit c'est noir, mais il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas de nuance. Est-ce que quelque part aujourd'hui, on le sait, j'ai fait une émission là-dessus sur le pourquoi notre cerveau aime les stéréotypes, aime les choses simples à ingérer pour pouvoir prendre les décisions dans un environnement devenu tellement complexe. Et finalement, ce ChatGPT, c'est quelque chose qui va redéfinir la place de l'homme dans cette société. Déjà, qui vole en éclats sur pas mal de points, de repères. Ouais, je pense que nous vivons un changement de paradigme global, mondial, géopolitique, économique, l'ère 4.0, la société, etc. Donc tout ça, lorsqu'il y a un changement, il y a de la confusion. Donc dans cette confusion, on n'y voit pas bien clair. Donc c'est logique qu'on peut lister les impacts de cette confusion. Mais le trou va à un moment se stabiliser, à un moment les choses vont se remettre en place et on va s'adapter. L'être humain s'adapte et des leaders vont ressortir de tout ça. Et je crois à l'exemplarité. Je pense que l'exemplarité va nous amener à proposer d'autres schémas de fonctionnement. Certaines personnes n'hésiteront pas sur les réseaux à être assez dures d'ailleurs avec cette génération en disant que finalement elle ne veut plus bosser, elle n'a plus le goût de l'effort. Et moi j'en ai un peu marre d'être le tiroir caisse pour payer des iPhones et des vacances à ceux qui ne travaillent pas en fait. Parce que dès qu'il y a une allocation rentrée, c'est pour s'acheter des iPhone 14. Donc moi j'en ai vraiment assez d'être une tirelire pour les gens qui ne font rien. Toi tu disais cette génération va proposer de nouvelles choses, elle sera proactive. Et puis là, de ce que tu entends avec cette avocate, les propos te semblent un peu durs. Hein. Oui, mais d'abord c'est pas les réseaux sociaux qui gèrent l'humanité. Elles conditionnent, certes. Moi je suis convaincu qu'il y a des personnes qui vont proposer d'autres choses. Donc oui, nous vivons actuellement une forme d'uniformisation de la société à connotation négative, mais pour moi c'est un passage. C'est un monde qui est en pleine transition et c'est de la confusion la confusion que nous vivons est liée à la transition. Je pense que quelque part tu as raison sur une chose, c'est cette notion de valeur commune. Effectivement, peut-être que ces valeurs, on ne les a jamais vraiment rediscutées. Si je comprends bien. Oui, parce qu'avant Internet, moi qui viens de cette époque, les générations évoluaient de génération en génération en étant opposées à la précédente. Il y avait une opposition, puis depuis qu'on a toute cette surinformation numérique, on n'oppose plus rien. Donc en fait, ce n'est pas des générations qui avancent les unes derrière les autres, c'est tous les 5 ans les générations changent. Donc on a perdu ce transfert de génération en génération. Et on a perdu ce relais, et lorsqu'on ne sait plus d'où on vient, on panique. Et c'est là où la société s'est dégradée. Et du coup, on commence à uniformiser un système de pensée, et je pense que c'est une transition. Et je suis convaincu que l'intelligence artificielle va nous permettre beaucoup d'avancer, et qu'il y aura des êtres humains, beaucoup, tu verras, qui vont dire « Ok, c'est super, je peux faire autrement, j'ai du temps pour la culture, le sport, l'amitié, le social, et vivre mieux. » C'est tellement facile, la négativité se consomme, le positivisme, ça se travaille, donc on préfère consommer. C'est important ça, la négativité se consomme et le positivisme se travaille. Ben oui. Déjà, quand tu es négatif, il est simple, hein, c'est facile de critiquer autrui, c'est facile d'être agressif, comme cet avocat, ça marche l'agressivité. Et ça marche parce que nous, les êtres humains, on est tellement habitués à la négativité que pour nous c'est une normalité. Je me souviens de conférences que j'ai données sur l'attitude positive, il y a une dizaine d'années, il y avait 10 personnes. Et un jour, j'ai donné une conférence sur l'attitude négative, j'avais 300 personnes. Sérieux ? Ouais, et je faisais plein de conférences sur l'attitude négative, en espérant que quelqu'un me pose la question, et ça arrivait dans les 10 dernières minutes, où un monsieur levait la main en disant « Ah, mais c'est horrible, est-ce que vous auriez un antidote ?» Je dis « Oui, l'attitude positive. » Il me restait plus de 10 minutes pour finir la conférence. Ce qui est intéressant, c'est que mon point d'entrée, pour passer un message de l'attitude positive qui est une responsabilité individuelle, c'est un moment de conscience où on commence à être lucide et se dire c'est la faute de quoi plutôt que de se dire c'est la faute de qui, qu'on commence à s'assumer. Ça c'est l'attitude positive. Ça vient pas.
Ça vient pas. Les gens, ils veulent consommer tout de suite de quelque chose qui est digeste, tu vois. Ouais. Donc la négativité, c'est facile. Je critique mon patron, je critique mon collège, je critique ma femme. On est habitué à cela. La peur de la mort génère la négativité. Parce que si tu es malade et moi je suis en forme, ça me rassure. Tu comprends? Ah, t'es malade, moi je suis en forme. Donc, tu sais, Julien est malade. Moi le pauvre, etc. Il perd son job. Ah, et moi j'ai mon job. Donc en fait, la négativité, on la consomme comme du sucre. Parce que, beaucoup trop. Parce qu'elle nous rassure face à notre propre responsabilité de notre rapport à la mort. Ouais. Donc il est tellement facile de critiquer. Et c'est pour ça qu'on consomme. Par contre, de s'assumer, de proposer, ça demande un effort. C'est pour ça que l'attitude positive est extrêmement rare. Et les deux sont contagieuses. Donc il suffit qu'il y ait une ou deux personnes positives dans une famille et puis on transforme la famille. Okay. Je crois en ça. Okay. Donc c'est là-dessus qu'il va falloir appuyer ces prochaines années. Il y a une dizaine d'années, j'ai été invité à donner une conférence sur l'attitude positive à l'université de Stockholm, où justement des experts sur place sont des conseillers au Parlement européen sur tout ce qui est R4.0, donc tout ce qui est industrialisation de la société, voire au-delà même des modèles informatiques. Et voilà. Et ce que je me souviens, d'une chose intéressante, c'est qu'il me disait à l'époque, il y a une dizaine d'années, que la société sur l'OE allait évoluer de la façon suivante: des experts humains, des systèmes de robotique numérique, et en dessous des personnes qui sont tous payés avec un salaire universel mais qui ont du temps. Ouais. Et ça m'avait extrêmement frappé, mais quand on regarde comment notre société évolue, c'est un peu ça. Hein. Et pour moi, la notion d'attitude, elle est extrêmement importante, parce que c'est ça qui fait la différence dans tout, dans le commerce, dans l'emploi, à la maison, etc. Voilà. Et si nous sommes positifs, donc optimistes, on va chercher des solutions. Ouais. On va commencer à voir au lieu de croire. Parce que c'est la nature de la jeunesse, de se régénérer. Toutefois, ça prend un peu plus de temps, cette fois-ci, parce qu'elle n'a pas de référence. Parce que justement, elle ne s'est pas construite en se basant, en se calant sur le modèle précédent et ainsi de suite. Et elle ne s'identifie pas au modèle des anciens actuellement, on est quarantenaires. Donc il faut comprendre que des jeunes qui ont une vingtaine d'années, leurs parents ont 45 ans. Ouais. Et aujourd'hui, dans notre société, la génération 45 ans, c'est une population extrêmement, pas en danger, mais extrêmement sous pression. Ouais. Donc cette jeunesse ne veut pas être ça plus tard, elle ne s'identifie pas. Et elle ne s'oppose pas non plus. Ça, intéressant. Elle ne s'identifie pas, mais elle ne s'oppose pas non plus. Elle dit ok, c'est leur histoire, et qu'ils finissent leur burn-out tranquille. Non mais je suis un peu dur, mais c'est comme ça. Et la jeunesse, elle dit pendant ce temps-là, nous on travaille 6 mois pour faire du surf. Alors c'est inquiétant parce que... Mais c'est inquiétant parce que quelque part là on est à l'ère de ces mouvements sociaux qu'on voit sans précédent donc dans toute l'Europe sur notamment l'âge de la retraite pour la France qui est passé de 62 à 64 ans avec des préoccupations qui sont financières immédiates pour des ménages qui n'arrivent plus à finir les fins de mois. Ah oui. Et puis tu as cette génération qui paraît complètement dans ce que tu racontes être en prise avec des envies de s'écouter un peu plus, de vivre tout simplement, et de ne surtout pas se caler sur les modèles parentaux finalement. C'est ça. Et moi je pense qu'en effet, on a eu au départ les ordinateurs, les PC, par la suite on a eu Internet, ensuite les téléphones portables, ensuite etc. Puis maintenant l'intelligence artificielle, les réseaux, tous ces outils, ces jeunes ils sont nés dedans, ils sont nés avec. Et donc, ils vont les utiliser comme des outils. Alors que les plus anciens, ils s'accrochent déjà à l'ancien privilège et ils essayent d'utiliser ces outils. Donc, eux, ils sont perdus. Ouais. Mais les jeunes ne sont pas perdus du tout. Ça me fait penser à... Et ils vont gagner du temps pour les surfer. Ça me fait penser à un gars, je ne sais pas si tu connais Pransky. Non. C'était un enseignant aux États-Unis qui avait, à l'époque donc, de l'Internet, réfléchi finalement à cette notion du digital native. Ah oui. Et il avait décrit à l'époque que le digital native c'était quelqu'un donc, qui était né donc, justement avec le numérique et puis que les parents de toute manière eux étaient des immigrants numériques parce qu'ils n'avaient pas ces habitudes. Exactement. Et donc c'est finalement ce que tu es en train de dire avec l'intelligence artificielle. Ah mais complètement. Et l'intelligence artificielle on s'affole maintenant, avant c'était les réseaux, avant c'était Internet. Allez on remonte dans le temps. Lorsque à Paris, les premières machines à vapeur sont arrivées, les diligences n'avaient plus de travail. Ça faisait 2 siècles qu'il y avait tout un tas de métiers autour des diligences. Donc je pense que à chaque évolution, à chaque innovation, il va y avoir de la résistance au changement, mais que
la jeunesse va s'adapter. Voilà. C'est le mot de la fin. Merci Laurent. Et puis, merci Julien, et puis à très bientôt.